on étudie Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema totale de Rav Chaim Avraham Ben Sofia, qu'il ait une guérison totale, Bezrat Hashem très très prochainement. Les attachés. Euh, on va tout d'abord parler un peu de la ficomane. On a déjà commencé la semaine dernière par l'étape de Yachatz, l'étape où on casse la matzah en deux. Et la grande partie est mise de côté dans une serviette. Elle sera mangée à l'étape de Tsafoun, l'étape où on mange la ficomane. Et la petite partie reste sur la table. Là, c'est la matzah du milieu. 5 points intéressants par rapport à la Haggadah. On va étudier aujourd'hui avant de continuer l'étape suivante. On s'est arrêté au début du Maggid. Donc, tout d'abord, les commentaires disent des choses intéressantes par rapport à cette afikoman. C'est de la matzah du milieu qu'on casse en deux et la grande partie est mise de côté, alors que la petite reste. De là, les commentaires disent, et le Khatam Sofer nous donne un enseignement aussi important par rapport à ça, qu'il faut savoir que la majorité de notre identité, de notre personnalité, restera toujours cachée. C'est pour ça que la grande partie de la matzah, elle est mise de côté. Parce que on peut pas attendre et croire que les gens ils vont me comprendre, ils vont comprendre qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sens. Non, il faut savoir que la grande partie de notre personnalité, elle est cachée, elle est mise de côté. Ce que les gens ils comprennent de moi, ce que les gens ils voient de moi, c'est qu'une minorité. On croit qu'on connaît les gens, on ne connaît pas vraiment les gens. Et suite à ça, le Khatam Sofer a dit, c'est lié aussi à cette phrase qu'on dit au début de la Haggadah, comme on a étudié la semaine dernière. Au début de la Haggadah, on dit que tout celui qui veut, il peut venir, qui vienne manger, on l'invite. Mais maintenant, il n'y a personne. Qui c'est qui va venir? On est déjà tous à la maison, tous les invités sont là. Celui qui est là, il est là. Celui qui n'est pas là, il ne va pas venir. Le Khatam Sofer, il dit que cette phrase, c'est pas une invitation euh, technique. C'est pas une invitation technique pour nous dire, ah, voilà, il y a quelqu'un qui va venir. Non. Il s'agit ici plutôt d'un symbole. C'est vrai que je sais que c'est difficile qu'on me comprenne. La majorité de mon identité, on ne la comprend pas. Comme cette majorité de la matzah qui est cachée. Mais quand même, quand bien même, je dois inviter l'autre. Quand bien même, je dois être en interaction avec les autres. Quand bien même, c'est pas une raison de rester tout seul. Des fois, on dit, ah, j'ai pas la force de travailler avec lui en partenariat. Les partenariats, c'est compliqué, les partenariats. Non, c'est compliqué, mais il faut. Il faut travailler avec les autres. Il faut travailler en groupe. Rester tout seul, c'est pas pour notre bien. Ça a l'air d'être facile, mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'on dise tout celui qui veut, qui vienne et qui nous rejoigne et venez à la Haggadah. Donc, euh, donc c'est ça le premier point qu'on apprend de la Haggadah. C'est le point qui nous dit c'est vrai que on ne peut pas nous comprendre totalement. La majorité de notre Haggadah, elle est cachée, mais quand bien même, on doit travailler avec l'autre. Deuxième point, c'est le mot afikoman vient du terme afiku man. Afiku en araméen signifie faire sortir. Faire sortir quoi? Faire sortir le man, faire sortir la nourriture. Man, c'est la nourriture. D'ailleurs, à la base, la ficomane signifie aussi le dessert. C'est là où on sort les gâteaux, on sort les fruits, on sort les dernières choses qu'on a amenées. Nous dit les commentaires par rapport à ce mot afikoman, faire sortir ce qu'on a en nous, que les bénis Israël sont comparés, il n'y a pas très longtemps, c'était tout Bishvat, on est comparé aux raisins. Les raisins ont quelque chose de très, 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 très intéressant. Un raisin, si j'achète un raisin à Lidl, à Netto, à Carrefour, au bout de 2, 3 jours, 4, 5 jours, une semaine, ça y est, il tient plus. Il pourrit. Si par contre, je sors le jus qu'il y a dans ce raisin, je fais avec ce raisin du vin, cette bouteille de vin, elle va pas pourrir. Cette bouteille de vin, non seulement elle va pas s'abîmer, elle va prendre de la valeur. Elle va être meilleure. Un vin, plus il est ancien, meilleur il est. Pareil, les bénis Israël, c'est pour ça qu'on est aussi dans les psukim comparés au raisin.
Car si on n'utilise pas le potentiel qu'on a en nous, si on ne fait pas sortir le jus qu'on a en nous, on, on s'abîme très vite, très très vite. Si par contre je fais sortir le potentiel que j'ai en moi, alors à ce moment-là, je produis du vin. Et ce vin, hein, il s'abîme pas. Il est de mieux en mieux. Même moi, je vais être de mieux en mieux. C'est comme ça, les gens qui sont toujours actifs, ils restent jeunes. Ils s'abîment pas avec le temps. Ah, plus le temps il avance, plus ils sont forts. Comme le vin. C'est quelque chose qui est un peu au-dessus du temps. Normalement, plus on avance, plus on est vieux. Plus on avance, plus on est faible. Plus on avance, plus on s'abîme. Ça, c'est si on reste des raisins. Ça, c'est que si j'utilise pas le potentiel que j'ai en moi. Mais si je l'utilise, l'enseignement de la Fikuman, je fais sortir ce qu'il y a en moi, je fais sortir ce potentiel que j'ai, alors là, alors là, j'ai tout à gagner. Alors là, je m'abîme pas. Là, je suis comme une bouteille de vin. À ce moment-là, je vais que de meilleur en meilleur. Donc ça, c'est le deuxième enseignement très important, à Fikuman, faire sortir le potentiel qu'on a en nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette afikoman est tellement importante. Troisième un point très important par rapport à l'afikoman. Afikoman est aussi les mêmes lettres que apiku, pardon, mukaf ain. Mukaf ain, ça veut dire être enterré, être entouré, ras de shalom, être entouré, mukaf, entouré de ain, entouré du rien. C'est-à-dire, l'afikoman, c'est connu, c'est l'aliment de la émouna, l'aliment de la foi. Pourquoi? L'aliment de la foi, c'est être entouré du rien. C'est-à-dire, accepter le haïn, accepter le rien, accepter que je ne peux pas tout comprendre, accepter ma limite. Quelqu'un qui accepte ses limites, il a compris, voilà, ça c'est la situation dans laquelle je suis. Je peux pas changer. Hachem m'a donné ce travail, cette ville, ce voisin, ce quartier, ces enfants, cette femme, ce voisinage. Voilà, c'est comme ça. On peut pas tout changer. Quelqu'un qui, ça avoir la émouna. Ça avoir la émouna. Je suis entouré du Aïn. Je suis entouré du En-Sof qui est autour de moi. Et après, avec toutes ces cartes que j'ai reçues, je dois faire de mon mieux. C'est pas Mukafain, ça veut pas dire être déprimé de la situation dans laquelle on est. Pas du tout. C'est accepter la situation dans laquelle on est. Et dans cette situation dans laquelle je suis, faire le maximum. Et donc, c'est intéressant de voir que dans la ficomane, qui est la nourriture de la Emouna, a les mêmes lettres, enfin, est composé des mots mukaf ain, être entouré du ain, entouré du ensof, entouré du néant, entouré d'Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai compris ça, alors je suis dans la voie de la émouna, je suis dans la voie de la foi. Quatrième élément par rapport à la ficomane, intéressant, la ficomane est mangée à la fin, mais Hachem, là on n'est qu'au début du Seder, on va bientôt retourner dans l'étape de Maguid, mais à la fin du Seder, à l'étape de Tsafoun, c'est là où on mange la ficomane. Tsafoun signifie caché, car la ficomane, elle est cachée. Ça dépend des coutumes. Certaines coutumes, on cache vraiment et les enfants vont la chercher. Mais même dans la coutume Chabad, par exemple, qui est la coutume de ne pas cacher la ficomane, mais elle est quand même recouverte. On la recouvre, on la laisse pas comme ça. On la recouvre d'une serviette. Elle est aussi, d'une certaine manière, cachée. Et de là, on apprend que la bracha, la réussite, est cachée. Quelqu'un qui montre trop ce qu'il a, ce qu'il fait, il n'a pas la bracha. La bracha est cachée. Et ça est d'ailleurs la raison pour laquelle la matzah de la ficomane est la deuxième matzah. La deuxième matzah est aussi la matzah de Lévi. On sait que les trois matzot sont comparés à Cohen, Lévi, Israël. Et la deuxième, c'est Lévi. Et par rapport à Lévi, qui est la tribu de Moshe Rabbeinu, Moshe était un Lévi. Par rapport aux parents de Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils se sont mariés, le passouk est très très bizarre. Le passouk nous dit Vayetse ish mi bet Lévi, vaikach et bat Lévi. Un homme de la tribu de Lévi est sorti et il s'est marié avec la fille de Lévi.
C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui le khatan? C'est qui la kala? On veut des noms. Quand on entend quelqu'un, il s'est fiancé, avec qui? Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? On veut des noms tout de suite. On veut savoir c'est qui. Et ici, non. Le khatan de la tribu de Lévi s'est marié avec la fille de Lévi. Tout est caché. De là, on apprend que la bracha, pour faire naître Moshe Rabbeinu, pour faire naître des grandes âmes, pour amener la lumière, quand Moshe Rabbeinu il est né, il y a marqué qu'il y avait de la lumière dans toute sa maison. Pour avoir la lumière, ça commence par quelque chose de caché. La bracha d'Hachem vient, règne, réside dans des choses cachées. Et donc, ça, c'est aussi la raison pour laquelle la ficomane est mangée durant l'étape de tsafoun. La ficomane elle-même, elle est cachée. La ficomane, elle est mangée durant l'étape qui est appelée tsafoun cachée. Car la bracha, elle est là lorsque c'est caché. Et dernier élément intéressant aussi par rapport à ce tsafoun, à cette afikoman qui est mangée à la fin, c'est une sgoula intéressante qui est la afikoman est une sgoula pour avoir des enfants. D'où on apprend ça? Tout simplement de David Ameller. David Ameller dans le Teilim 17, Pasuk 14, nous dit Utsfunecha temale vitnam. Ton tsafoun remplit ton ventre. Donc tout simplement, les enfants, pour avoir des enfants, pour mettre en marche des grossesses, temale bitnam, ça passe par tsafoun. Ça passe par la ficomane qui est mangée durant l'étape de tsafoun. Donc, plus on mange des attachés des afikomanes, plus des attachés il y aura des enfants. Donc ça, c'était les 5 points importants par rapport à la ficomane. Et maintenant, on repart. Là, on s'était arrêté la dernière fois dans le Maguid. On avait vu déjà le début du Maguid. On avait vu le Manishtana. Et là, on va commencer par l'étape de Avadim Aïnou. Avadim Aïnou, c'est la suite du Maguid. Un autre point intéressant par rapport à ce Maguid, un point de Alha, on sait que chaque mitzvah que l'on fait a sa bracha, sa bénédiction. Et d'ailleurs, le soir de Pessah, nous accomplissons surtout 2 mitzvot. Aujourd'hui, pas vraiment la mitzvah de Korban Pessah, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais à part cette mitzvah, il y a 2 mitzvot que nous accomplissons. La mitzvah de manger la matzah, ça on l'accomplit totalement, et la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, Veigad et Alebincha. Donc ça, c'est les 2 mitzvot, les 2 piliers de la soirée de Pessah. Et quand bien même, il n'y a pas de bracha sur la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte. Comment c'est possible? Normalement, chaque mitzvah a sa bracha. Anitilat Ulav, la Niart Tfilin, Al-Chilat Matzah. On mange la matzah, on ne dit pas juste à Motzi Lechem Minaret, on dit à chaque Edeshanu Mitzvotav Tzivanu Al-Chilat Matzah. Nous dit le Rif, un des Rishonim du Maroc, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Le Rif dit que la bracha, ça c'est important à savoir lorsqu'on commence la Haggadah, la bracha pour le Magid, la bracha pour le récit de la sortie d'Égypte est inclus dans le Kiddush. Lorsque l'on dit le Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim, et qu'on en fait le Kiddush avec la bracha à la fin du Kiddush, on doit savoir que c'est la bracha qui est aussi valable pour le Magid. Donc ça, c'est un point ilchatique intéressant à savoir, intéressant à voir en tête. Lorsque je fais les kiddush de Pessah, je peux, c'est bien d'avoir en tête comme inclure la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte. Et donc, on raconte que on découvre un peu les matzot. Avant de dire Avadimaïnu, les matzahs sont découvertes et on commence le fameux texte Avadimaïnu, les paroles de Mitzrayim, nous étions esclaves. Et Hachem nous a sortis. Et plus on rajoute dans le récit de la sortie d'Égypte, meilleur c'est. Et ensuite, la Haggadah nous ramène l'histoire des fameux tzadikim, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, qui étaient assis à Bnei et qui ont raconté la sortie d'Égypte durant toute la nuit. Les commentaires nous disent par rapport à cela, c'est pas par hasard que la Haggadah mentionne ces tzadikim-là. Il y en avait sûrement plein d'autres qui racontaient la sortie d'Égypte. Car chacun
de ces tzadikim représentent une catégorie de juifs et pour nous dire que chaque juif doit célébrer et raconter le récit de Pessah. Rabbi Elazar ben Nazar et Rabbi Yoshua étaient des Lévi'im. Rabbi Elazar ben Nazariah était un Cohen. Rabbi Akiva était descendant de convertis. Rabbi Tafon est aussi un Cohen, d'ailleurs très riche. Peu importe, tu es riche, tu es pauvre, tu es Cohen, tu es Lévi, tu es fils de converti, tu es converti. Tout le monde doit participer à cette soirée de la sortie d'Égypte. Et là intervient l'histoire intéressante de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah était aussi d'ailleurs un Cohen, aussi d'ailleurs très riche. Il était la 10e génération de Ezra à Sofer. Rabbi Elazar ben Azariah a vécu après la destruction du deuxième Beth Amikdash, environ l'an 100, et il est la 10e génération de Ezra à Sofer, qui lui a construit le deuxième Beth Amikdash. D'ailleurs, le Talmud nous dit, si je rêve de Rabbi Elazar ben Azariah, je dois savoir que la richesse m'attend. Voilà, c'est bon à savoir. Et Rabbi Elazar ben Azariah était donc à cette époque très jeune, il n'avait que 18 ans. Et quand bien même, il avait l'apparence d'un homme de 70 ans, qui est Ben Shivim Chanam. L'histoire nous raconte qu'à son époque, il cherchait un nouveau chef pour le tribunal rabbinique, le Sanhedrin, et les Chachamim pensaient élire Rabbi Elazar ben Azariah, bien qu'il n'avait que 18 ans. Il était très, très, très intelligent et apparemment, c'était la bonne personne pour ce poste-là. Et Rabbi Elazar ben Azariah a été voir sa femme, il lui a dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Sa femme lui a dit, pas sûr, si, imagine, c'est très difficile ce poste-là. Imagine, tu vas durer qu'une semaine ou quelques jours, tu vas être très triste après. Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, ça fait rien. Même si je dure qu'une semaine, c'était pour moi un grand honneur et une grande chose d'être à cette place-là, rien que pour quelques jours. Sa femme lui dit, d'accord, mais tu as l'air d'un jeune homme. T'as 18 ans. C'est une blague. Et à cette nuit-là, Rabbi Elazar ben Azariah a eu tout simplement la barbe qui a blanchi totalement et il avait l'air d'un vieil homme. Et là, il a pu donc prendre cette place et ce rôle. Rabbi Elazar ben Azariah ensuite nous enseigne comme quoi il faut se rappeler de la sortie d'Égypte, le jour, la nuit, quand il était écrit Kol Yemechayecha. Et d'ailleurs, les Chachamim, par rapport à ce pasouk, nous enseignent qu'on se rappellera de la sortie d'Égypte non seulement aujourd'hui, lorsqu'on est encore en galoute, mais même quand viendra Mashiach. Kol Yemechayecha, même quand viendra Mashiach, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se rappellera de l'époque de la sortie d'Égypte? Non, la sortie d'Égypte a un poids tellement important que même lorsque viendra Mashiach, on se rappellera encore de la sortie d'Égypte. Tout ça pour montrer l'importance de cette sortie d'Égypte, non seulement historique, mais surtout spirituelle, que chacun, lorsqu'il fait un effort, il sort de son Égypte, il sort de ses limites. Ça a une valeur qu'on ne peut pas mesurer. Que même quand Mashiach viendra et que tout sera beau, que tout sera bien, à ce moment-là, on se rappellera encore de ces efforts qu'on a donnés lors de la galoute. La Haggadah continue avec les 4 enfants qui sont chacun liés à Kadosh Baruch Hu, peu importe. C'est pour ça que la Haggadah nous dit Echad Tracham, Echad Racha, Echad Tam, Echad Sheno Lishol. C'est-à-dire tout le monde, peu importe qui tu es, Racha, simple, tu poses des questions, tu ne poses pas de questions. Echad est lié avec chacun de tous. Et évidemment, comme le Rabbi dit, ne pas oublier le 5e enfant qui n'apparaît même pas dans la Haggadah, mais il ne faut pas l'oublier, lui, il n'est même pas venu, il n'est même pas là. Et donc, il ne faut pas l'oublier aussi, cette catégorie de juifs. Euh, Suite aux 4 enfants, l'Haggadah continue et nous parle de ce midrash intéressant de Midrash Mechilta, de Rabbi Ishmael, Yachol Merosh Chodesh. La Haggadah nous dit, tu aurais pu croire, à quel moment dois-je faire la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte? C'est pas écrit clairement. C'est écrit clairement dans la Torah, c'est que Pessah, le Korban Pessah, c'est le 15. Ça, c'est clair. Manger la matzah le 15, ça, c'est clair. Ne pas avoir de chametz pendant les 7 jours, pardon, c'est aussi clair.
Mais quand je dois raconter le récit, c'est pas clair. Il n'y a pas marqué quand. Donc Rabbi Ishmael, dans ce Midrash, nous dit, j'aurais pu croire que c'est à Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, c'est là où Moshe il a reçu toutes les instructions, comment faire les Korban Pessah, etc. Mais étant donné que le Midrash, que le Passouk nous dit Ba'avour zé, pour cela, c'est-à-dire que quand la matzah, le maror est devant mes yeux, c'est là où je dois raconter la sortie d'Égypte. Donc finalement, le Midrash nous enseigne que la mitzvah de la sortie d'Égypte n'est pas Rosh Chodesh, mais uniquement le 15 du mois, le 15 Nissan. Et Mishnah continue en nous parlant de Terach, le père d'Abraham. D'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il y a une règle générale, qu'en général, d'abord on parle du négatif, d'abord on parle des problèmes, et ensuite on parle du positif, et ensuite on parle des bonnes choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Haggadah commence avec Terach, qui était pas du tout un exemple, qui était un idolâtre, mais finalement, nous sommes descendus en Égypte. Et finalement, ensuite, la rédemption est arrivée grâce à Moshe Rabbeinu. Donc, encore une fois, on commence avec la difficulté, avec pas l'époque glorieuse, si on peut dire, et on finit bien. D'ailleurs, la Chassidoute nous enseigne que c'est aussi une forme d'humilité. Quand on commence quelque chose, il faut commencer humble, il faut commencer simple. Pas dès le début, allez, qu'on commence simple au début. Ça amène de l'humilité, ça amène du bitoul, ça amène de la pureté pour le reste du voyage, pour le reste du projet. À un moment donné, il faut oui s'exprimer, il faut oui se montrer, il faut oui se vendre, si on peut dire. Mais quand on commence un processus, il faut rester simple, il faut rester euh, simple et réalistique, si on peut dire. La Gada continue avec les années de la sortie d'Égypte. Et on voit clairement plusieurs versions par rapport à la longueur de l'exil, que de l'esclavage en Égypte. D'un côté, on voit dans les psukim que la Torah mentionne certains nombres, dans le Chumash Shemot, 430 ans, dans Bereshit, 400 ans, lorsque Abraham parle à Kadosh Baruch Hu durant l'alliance des morceaux, Brit Ben Ametarim, là on parle uniquement de 400 ans. Plus tard, Rachid nous enseigne, Redou, que lorsque les Jacob ils sont descendus en Égypte, ils sont descendus uniquement pour 60, pour 210 ans. Redou de la valeur numérique de 210, donc c'est encore un nouveau chiffre. Et ensuite, par rapport au calcul des années de Lévi, le Midrash nous amène qu'apparemment l'esclavage a duré uniquement 116 ans, ou même encore moins. D'après certains avis, uniquement 86 ans, qui était l'âge de Myriam lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Le Midrash nous dit que le vrai esclavage a commencé à la naissance de Myriam. C'est pour ça qu'elle appelait Myriam du mot amertume, mar en hébreu. Et donc, quand elle est sortie, elle avait 86 ans. Donc, apparemment, d'après ce Midrash, l'exil a duré uniquement 86 ans. Sur ça, le rabbi explique qu'il y a un grand secret qu'on a pu apprendre ici. L'exil, les difficultés, c'est quelque chose de relatif. Ça dépend. On est de toutes les manières venu dans ce monde-là, pas pour pique-niquer, pas pour profiter du beau temps et de la bonne nourriture. On est là pour travailler, on est là pour faire des efforts. Et donc, nous dit le rabbi, basé sur ce que le Zohar dit, que ça dépend. Si je suis quelqu'un qui fait des efforts, je me travaille sur moi-même, et je travaille dur, alors à ce moment-là, Hachem, il va pas lui donner de tellement grandes épreuves. Si par contre, quelqu'un décide, ouais, voilà, je fais cool, doucement, ah, tu veux faire cool, ça y est, c'est pas cool. Tu veux faire cool, alors Hachem t'enverra d'autres challenges, si on peut dire, d'autres situations qui sont pas si simples pour te faire travailler. Donc c'est pour ça qu'explique le rabbi, il y a tellement de versions, pardon, par rapport à la dureté de l'esclavage en Égypte. Et juste pour terminer, avant de faire le résumé total, le Maggid continue avec certains psukim
psukim qui sont à la base récités lors de la cérémonie, lorsque nous amenons les bikurim, lorsque nous amenons les prémices, les premiers fruits vers au Beth Amikdash. À ce moment-là, chaque juif devait réciter un certain texte. Et dans ce texte, on disait à Hachem, merci Hachem, que tu nous as donné une terre, une tellement belle terre avec de tellement beaux fruits. Voici les premiers fruits qui sont pour toi. Et dans ce texte, on mentionne des détails très intéressants par rapport à l'esclavage et la sortie d'Égypte. Et donc, donc c'est dans le Chumash Dvarim, là où on nous dit que chaque juif doit réciter un certain rituel pour, avant de donner ses fruits. Et c'est là que nous lisons Vayered Mitzrayma, Vayagor Shamim Temead, Vayisham Gol Gadol. C'est là que on apprend comme quoi on s'est multiplié en Égypte, comme quoi l'éducation était très dure en Égypte, comme quoi amener des enfants c'était très compliqué en Égypte, et etc. Et pour terminer, par l'étape suivante de la Haggadah est les 10 plaies. Durant ces 10 plaies, nous enseigne la Mishnah que les 10 plaies toute l'histoire des 10 plaies est quelque chose qui a duré uniquement un an. Ça a passé très très vite. Nous dit Rabbeinu Bechaye, un des Rishonim d'Espagne, il y a environ 1000 ans, il dit que lorsque Moshe en Iyar c'est le mois, d'après son avis, là où tout a commencé. C'est là où normalement on ramasse le matériel pour faire des briques, qu'on coupe les ronceaux, qu'on coupe les plantes, avec ça on fait des briques. Et quand Moshe a parlé à Paro, il a dit, ah, vous avez du temps à penser à sortir. Maintenant, vous allez vous-même travailler dur pour avoir le matériel de construction. Et donc, Rabbeinu Bechaye apprend que c'était donc la période saisonnière de Iyar. Iyar, c'est après Nissan, c'est là où on commence à couper ce qu'il y a dans le champ. Et étant donné que Paro a dit, maintenant, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez couper, Rabbeinu Bechaye apprend que ce euh, discours, si on peut dire, de ces paroles, ont eu lieu durant le mois de Iyar. Et suite à ça, Moshe a été un peu traumatisé. Il a dit, ouais, je suis venu pour aider les bénis Israël, et finalement, non seulement je les aide pas, mais c'est encore pire. Je ne sais pas quoi faire. Et donc, pendant 3 mois, Moshe s'est tout simplement caché. Pendant le mois de Iyar, Sivan, Tammuz, Moshe ne voulait rien entendre. Et ensuite à ça, ont commencé les 10 plaies. Chaque plaie durait un mois. Il y avait une partie d'avertissement, une partie où la plaie concrètement s'abattait sur l'Égypte. Et donc, comme on a dit, Iyar, Sivan, Tammuz, c'est les 3 mois où Moshe s'est enfui. Moshe ne savait pas comment gérer cette situation. Et suite à ça arrivent les autres 10 plaies. Premièrement, Dam. Dam, c'était durant le mois de Av, le sang. Elul, Tzfardea, les grenouilles pendant le mois d'Elul. Rejvan, les bêtes féroces. Dever, la peste qui se lève. Tevet, Shrin, les ulcères. Barad, la Shvat, la grêle. Arbe, les sauterelles durant le mois de Hadar. Et finalement, les dernières plaies ont duré plus court. La plaie de Rocher a duré uniquement quelques jours. Et la plaie de Makat Bechorot, la mois des premiers-nés, a duré un jour, juste le soir de Pessah. Donc on voit vraiment toutes ces 10 plaies n'ont pas eu lieu en des années. C'était vraiment très très court afin d'arriver finalement à la Géoula. On va résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc tout d'abord les 5 points par rapport à la Afikoman. Euh, le point de se rappeler que la majorité de mon identité ne restera toujours cachée. C'est pour ça qu'on cache la grosse partie de la matzah. Mais quand bien même, je dois faire mon maximum pour être en contact avec les gens. Comme dit le Khatam Sofer, c'est pour ça qu'au début du Seder, on dit tous ceux qui veulent, qui viennent, on doit accepter qu'il faut travailler avec l'autre. Même si c'est dur, même si la majorité de mon être, je ne vais pas être compris. On a vu ensuite quelques autres points par rapport à la afikoman. Deuxièmement, la afikoman, c'est faire sortir son potentiel.
comme le raisin, qui fait sortir le jus qu'il a en lui pour faire du vin. Safoun, c'est pardon, d'abord Mukaf Ain, Afikoman, c'est Mukaf Ain, être entouré du Ain, entouré d'Akadosh Baruch Hu, accepter les situations dans lesquelles on est, arrêter de pleurnicher, mais faire le maximum dans là où je suis. C'est Mukaf Ain. Et finalement, les deux derniers points, Safoun, que la bracha vient dans le silence, la bracha vient lorsque les choses sont cachées. Et finalement, la sgoula, manger de la ficomane, c'est une sgoula pour avoir des enfants. J'espère que